Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'aventure durant la période mouvementée de la Seconde Guerre mondiale. Le Vatican est une plaque tournante du renseignement et de l'espionnage. Dans les couloirs feutrés de l'institution se mettent en place des filières d'évasion et d'accueil pour les persécuter et les traquer par le Troisième Reich. Partons ensemble découvrir le rôle du Vatican. Le Vatican a toujours été l'objet de fantasmes et de surveillance de la part des services secrets européens. Il s'est longtemps montré plus défensif qu'offensif en matière de renseignement. Mais cela change dans les années 1940, comme vous vous doutez, avec la guerre. Pie XII est le premier pape qui, au XXe siècle, a franchement recours à l'espionnage. Le Vatican est épié par les espions de Mussolini, implantés au sein de la gendarmerie vaticane. Toute la Rome des années 40 est un nid d'espions au service des grandes puissances, mais aussi du Vatican. Un témoin de l'époque, Branko Boken, raconte « Chaque bureau, chaque congrégation dispose de ses propres agents. En la matière, les jésuites sont la plus puissante de toutes. » Dans les années 1930, quand il était secrétaire d'État, Pacelli s'est appuyé sur le réseau de renseignement des jésuites dirigé par le supérieur général Vladimir Ledozhovski. C'est lui qui a mis en place le collège russophone Rutsiklum. On y forme les futurs prêtres clandestins qui parlent russe et s'habillent en prêtres orthodoxes. Le réseau jésuite compte aussi des agents dans toute l'Europe, avec un chef de réseau dans chaque pays. Des officiers allemands anti-Hitler, dont le général Ludwig Beck, ancien chef d'état-major de l'armée, envisagent dès l'automne 1939 de renverser Hitler et de conclure une paix séparée. Avant de se lancer, ils veulent obtenir l'assurance que les démocraties occidentales ne chercheront pas à profiter de la situation, comme vous vous doutez, pour sauver l'Allemagne, selon eux. Pie XII leur apparaît comme un tiers de confiance capable de les aider à obtenir ces garanties et de servir en quelque sorte de médiateur. Il désigne pour le sonder un avocat catholique anti-nazi séjournant à Rome, Joseph Müller, lui-même en contact avec le père Leiber, assistant personnel du pape Pie XII. Müller, héros de la Grande Guerre, a été décoré de la Croix de Fer. En septembre 1939, il est recruté par le bureau de l'amiral Canaris, chef de l'Abwehr. Il rencontre à Rome et revient avec l'accord de principe du pape pour ouvrir les négociations. Leiber sera son seul contact. Prudent à l'extrême, Pie XII prend un risque en ouvrant ce canal de négociation. La personnalité des comploteurs correspond à son souhait, une Allemagne conservatrice et bien tenue, qui ne chercherait pas à attaquer ses voisins. L'amiral Canaris va désormais couvrir les agissements de l'avocat bavarois de la façon la plus simple qui soit. L'Abwehr le charge de dénicher les agents pacifistes italiens et allemands qui chercheraient à contacter le Vatican pour comploter. Mais Churchill arrive au pouvoir en Angleterre. Toute perspective de négociation avec l'Allemagne sera bientôt écartée. En août 1944, après l'échec de la tentative du coup d'État du comte de Stauffenberg, les SS découvriront dans un local de l'Abwehr un coffre rempli de preuves du rôle du Vatican dans les complots anti-Hitler. Arrêté, Müller sera transféré au camp de Flossenbürg, mais laissé en vie. Il pourra servir de messager auprès du pape Pie XII pour négocier une paix séparée avec les Américains. Si la position officielle de Pie XII à l'égard des nazis est extrêmement timorée, au sein du Vatican, des prélats prennent l'initiative de constituer des réseaux d'assistance aux juifs et prisonniers de guerre alliés. Le cardinal français Eugène Tisserand, marginalisé au début de la guerre parce que gaulliste, est de ceux qui s'engagent nettement. Témoin ce courrier du 28 avril 1945. J'ai donné l'hospitalité à un juif italien, le com Cesare Verona, représentant de machine à écrire Remington, que je connaissais depuis 1933,
et à un sénateur français. Je me suis occupé en outre d'une quantité d'autres individus se trouvant dans les besoins, juifs et juives, prisonniers anglais et parses dans la campagne, yougoslaves, grecs et même russes. Une autre figure se distingue, l'Irlandais, Monseigneur Hugh Faherty, grand et massif. Cet ancien boxeur est devenu ami avec l'ambassadeur britannique Sir Francis Darcy Osborne. Avec son aide financière, le prêtre monte un service secret d'assistance aux prisonniers de guerre évadés. Il habite et travaille. Cela ne s'invente pas au sein du collège allemand, le Teutonicum, qui n'est pas sur le territoire du Vatican, mais bénéficie de la même protection. À partir de l'été 1943, Faherty accueille et héberge des soldats britanniques fugitifs dans Rome. Chaque semaine, il en arrive de nouveaux. Le chef de la Gestapo romaine, Herbert Kepler, est bientôt alerté. Faherty ne peut plus rien faire et mettre un pas dans Rome sans être pris en filature par la Gestapo. Les agents de Kepler ont pour instruction de le prendre sur le fait, mais l'homme d'église est plus malin. La chasse aux Juifs commence dès l'occupation du nord de l'Italie par les Allemands, comme vous vous en doutez. Fin septembre, les représentants de la communauté juive romaine sont convoqués par Kepler. Il exige qu'on lui livre dans les 36 heures 50 kilos d'or pour ne pas arrêter et déporter les Juifs. Le grand rabbin de Rome, Israël Zoli, sait qu'il ne pourra réunir une telle quantité avec les seuls dons de la communauté. Sollicité, le pape se déclare en faveur d'un prêt et propose même de faire fondre des vases en or pour compléter la dotation. Enfin, les 15 kilos d'or manquants sont fournis par des communautés catholiques. Mais ce n'est qu'un répit. Kaltenbrunner, informé, ordonne à Kepler d'exécuter tout de même les ordres. Agacé par les résistances de Kepler, Berlin dépêche, début octobre, un détachement de SS pour prendre les choses en main. La rafle fait 1259 victimes sur une communauté d'environ 8000 juifs qui seront déportés à Auschwitz. Une fois de plus, Pie XII choisit de faire profil bas. En revanche, le Vatican ordonne à toutes les maisons religieuses de Rome d'ouvrir leurs portes et d'accueillir les réfugiés qui se présenteraient. Au total, 6000 personnes seront hébergées dans une centaine de maisons de religieuses et 45 couvents masculins. Certains trouvent refuge au Vatican même et dans ces immeubles. Cela pose de redoutables problèmes d'organisation. À l'automne 1943, un millier de soldats alliés sont cachés dans des maisons et appartements de Rome ou placés dans des fermes aux alentours. Pour gérer une telle entreprise, Faherty reçoit des coups de pouce de riches romains antifascistes comme le prince Pamphili. Le palais de ces derniers est placé sous l'étroite surveillance de Kepler. L'occasion de frapper un grand coup se présente lorsque Faherty lui rend visite pour recueillir un nouveau don. Hors du Vatican, ce dernier peut être arrêté facilement. Alors que la Gestapo frappe à la porte, il a juste le temps de se précipiter à la cave où on est en train de livrer du charbon. Il ôte sa soutane, s'enduit le visage et la chemise de charbon et se joint aux ouvriers qui déchargent le camion dans la cour. Faherty empoigne un sac qu'il met sur son dos et traverse la cour passant devant les soldats SS en faction. Scénario digne d'un film hollywoodien, vous ne trouvez pas ? Au printemps 1944, Kepler met à prix la tête de Faherty. John May, l'inventif valet de l'ambassadeur Osborne, a trouvé une source ayant accès au bureau de la police fasciste et des SS. Désormais, les responsables du réseau savent à l'avance quels hébergements sont sur le point d'être perquisitionnés. Le lundi de Pâques, 2000 personnes sont arrêtées, dont 750 sont déportées. Le réseau n'est plus en mesure d'accueillir de nouveaux réfugiés. On sait aujourd'hui que le sous-secrétaire d'État Montini, le futur pape Paul VI, a joué un rôle important dans la survie du réseau Faherty. L'officier SS Hart, envoyé par ses chefs à Rome en 1944 pour établir le contact avec les puissances occidentales par le truchement du Vatican
afin de leur proposer un renversement d'alliance contre le communisme, expliquera après-guerre au cours d'une interrogatoire par les Américains. Lorsque le Vatican s'est rendu compte que les États-Unis et l'Union soviétique seraient les grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, il a aussitôt tenté de mettre sur pied, à dessein de faire contrepoids à ces deux puissances, un bloc composé de nations d'Europe occidentale, dont la France, fille aînée de l'Église catholique, prendrait la tête. C'est la raison pour laquelle le Saint-Siège a retiré son soutien au gouvernement de Vichy pour se tourner vers les Français libres du général de Gaulle. En décembre 1944, un tout jeune espion américain, Martin Kingley, rejoint l'équipe de l'OSS à Rome. Il rencontre Monseigneur Egidio Vagnozzi, un jeune prélat qui croise régulièrement le père Tomazawa, conseiller de l'ambassade japonaise, à la résidence Saint-Marthe, où il partage de temps en autre le repas. Kingley dévoile sa mission, ouvrir un canal de communication avec les Japonais. Contacté, l'ambassadeur japonais Harada décide de rendre compte à Tokyo. La réponse de Tokyo se fait attendre. L'ambassadeur demande quels seraient les termes d'une négociation de paix. Sachant à quel point les Japonais sont attachés à leur empereur Hirohito et à l'intégrité du territoire, Kingsley laisse entendre que ces éléments pourraient faire partie de la négociation. C'est contradictoire avec la position officielle des États-Unis qui réclament une capitulation sans aucune condition de la part de l'Empire du Japon. Mais Kingley suppose correctement qu'il s'agit de propagande à usage interne aux États-Unis. En mai 1945 est donc esquissé au cœur du Vatican un dialogue par prélat interposé qui pourrait mettre fin à la guerre sans qu'il soit nécessaire de larguer 2 bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Hélas, ni d'un côté, ni de l'autre, on ne va saisir l'opportunité. Entre-temps, le contexte a changé. Le président Roosevelt est décédé le 12 avril. Son successeur, Truman, connaît mal l'OSS et s'en méfie. À Tokyo, les diplomates ne se montrent pas plus intéressés. D'une part, parce que le pouvoir est entre les mains des militaires. D'autre part, car les négociations sont déjà ouvertes dans le plus grand secret avec Moscou, considéré comme un médiateur possible avec Washington. Cette communication, qui aurait pu modifier l'issue de la guerre, ne sera donc pas exploitée. Comme on l'a vu, Pie XII a été accusé d'être resté silencieux face aux nazis. Cependant, le jour où le pape choisit de ne plus prononcer publiquement le mot juif, fut aussi celui où il décida d'aider à combattre Adolf Hitler. De 1939 à 1945, le Vatican joue un rôle essentiel dans la lutte contre le Troisième Reich. Des jésuites volent des plans militaires à Berlin et le pape relaie des missives secrètes et des enregistrements clandestins aux Alliés. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.